Perdu dans les solitudes immenses du Pacifique, l'îlot de Clipperton, un minuscule atoll d'un diamètre de 3 km, n'est qu'un insignifiant point sur la carte. Au niveau de la mer, seul un rocher volcanique permet de repérer cet anneau de corail à fleur d'eau. Entourée de forts brisants, l'île n'offre aucun abri aux navires de passage. Elle n'est pour eux qu'un piège. Sur cette côte déshéritée, la vie a néanmoins réussi à s'implanter. Des oiseaux innombrables viennent y faire leur nid. Des hordes de crabes y sont devenus les résidents les plus tenaces. Dans cet univers désolé, le crabe est à la fois éboueur et roi. Il n'a qu'un mandat à remplir, survivre. Les hommes, eux, sont venus ici et sont repartis, laissant derrière eux quelques indices de leur tribulation. Quelques témoins vivent encore pour évoquer un passé d'abandon, de terreur et de mort violente. Il nous a tellement frappés, tellement humiliés. Mais d'autres créatures que l'homme ont également été bannies ou remplacées. Coupé de la mer par des bouleversements géologiques, le lagon où l'eau douce a remplacé l'eau salée est devenu un laboratoire naturel unique pour l'étude des mécanismes d'adaptation. Isolée, ingrate, l'île de Clipperton est un champ de bataille où chaque espèce joue son rôle dans le drame changeant de la vie et de la mort. Les luxueux hôtels mexicains de la côte pacifique offrent aux riches et aux insatiables une langoureuse retraite. Entre les piscines, les cafés et les boutiques de Manzanillo, le touriste tente d'oublier les contraintes du monde moderne. 1000 kilomètres au sud-ouest, l'île de Clipperton est, elle aussi, en dehors du monde. Dessinée symboliquement comme un zéro, elle n'offre de luxe à personne. Tant par mer que par voie aérienne, Clipperton est d'un accès difficile. Pour assurer les communications de l'équipe scientifique multinationale du commandant Cousteau, une piste temporaire a été aménagée sur le platier de corail, domaine de ces imperturbables oiseaux que sont les fous. Merci. À sa descente du Catalina canadien, Cousteau est accueilli par les vétérans de l'équipe. Bienvenue à Clipperton. Sumian, Delomotte, Delcouter, ainsi que par le professeur Pierre Gnossa, qui, depuis 1965, étudie de façon persévérante la structure géologique et les êtres vivants de Clipperton. Son lagon ne communiquant pas avec la mer, l'île n'offre aucun mouillage sûr. Le navire de ravitaillement doit donc rester au large, tandis que 30 tonnes de matériel, ainsi que les hommes, sont transférés à terre par hélicoptère. L'île ne possède aujourd'hui qu'une petite cocoterie issue d'arbres plantés voici un siècle. Tout le nécessaire doit être apporté à cet anneau de gravier aride. Groupe électrogène, vivres, médicaments.
un tracteur pour le transport de l'équipement scientifique, des bidons d'essence et d'eau. Tout cela pour répondre aux besoins des membres français, canadiens et américains de la mission. Sous l'œil des résidents attitrés, les fous bruns et les crabes, les nouveaux intrus explorent leur domaine exigu. Ce ne sont pas des pionniers. Ici, conquistadors, pirates et baleiniers yankees les ont précédés. Le mince anneau de l'atoll est jonché de débris laissés par des pêcheurs, des pilleurs de guano et par une mission militaire. On y trouve aussi les ruines d'un camp français abandonné. Française depuis le XVIIIe siècle, l'île fut longtemps revendiquée par le Mexique qui, en 1908, y établit une garnison commandée par le capitaine Arnaud, accompagné de sa jeune épouse. Moins de 6 ans plus tard, alors qu'éclatait la Grande Guerre et qu'une révolution ébranlait le Mexique, Arnaud refusa de se faire évacuer par un navire américain. Aujourd'hui, à Mexico, Ramon, le fils d'Arnaud, et la servante de la famille, Altagracia, qui avait 19 ans, évoquent le souvenir de cette décision fatale. Le capitaine Arnaud ne voulait pas déserter son poste. Je lui dis que nous allions être à court de vivres. À court de vivres. Le fils d'Arnaud, Ramon, parle de leurs 3 années de détresse et du bateau de ravitaillement qui ne vint jamais. Nous avions déjà eu 15 morts, dit-il, et les autres mouraient petit à petit. Notre petit stock de médicaments s'épuisait. Mon père ne savait que faire maintenant qu'il n'avait plus aucun moyen de soigner ses hommes. La garnison mexicaine, oubliée depuis longtemps, le rocher où se dressait un petit phare évoque le calvaire des survivants. Voici 66 ans. Les dangereux ressacs qui les emprisonnaient montent inlassablement la garde autour de l'île. L'équipe Cousteau éprouve bien des difficultés à franchir en Zodiac la barre de brisant causée par la structure caractéristique de l'île. Comme une sorte de couronne posée sur un volcan sous-marin, le récif de corail se prolonge au large par un platier submergé peu profond, sur lequel les vagues déferlent constamment. C'est seulement lorsque l'équipe aura passé la barre, là où le socle de l'île devient une falaise sous-marine, que Cousteau et ses compagnons, Dolmotte, Danfan et Delcouter, pourront plonger sans risque. Dès que la surface est franchie, c'est le calme et le silence. Je suis aussitôt frappé par l'ironie de la nature. À peine à 200 mètres de nous, là-bas, l'île de Clipperton est un champ de bataille cruel où quelques rares espèces luttent pour survivre. Mais ici, les eaux sont grouillantes de vie. Bien que les structures coralliennes, peu développées, n'offrent guère de refuge contre les prédateurs, une interminable procession d'espèces marines se déroule autour du récif. Des poissons tropicaux de toutes sortes, de grands bancs de caranx, ici et là un poisson trompette, des groupes de murènes au caractère ombrageux. Chaque créature se tient sur ses gardes, mais dans une ambiance de sérénité apparente. Un banc de poissons-chèvres jaunes s'écarte machinalement sur le passage d'un petit requin. Dans ces eaux très peuplées, les grands prédateurs sont des membres à part entière de la communauté.
Autour de nous, d'autres requins se profilent, difficiles à approcher. Quand ils arquent le dos dans un mouvement brusque, c'est pour prévenir les intrus de ne pas franchir les limites du territoire mouvant et tridimensionnel qu'ils s'adjugent en toute propriété. Maintenant, par centaines, les requins-marteaux défilent au-dessus de nous. Cette armada triomphale célèbre à mes yeux les 300 millions d'années de présence de l'espèce sur notre planète, l'une des plus durables expériences de la nature. S'ils sont attaqués par de plus gros qu'eux, des bancs de petits poissons s'élancent frénétiquement vers la surface où les guettent d'autres prédateurs. Les fous et autres oiseaux de mer fondent sur eux, n'hésitant pas à les pourchasser sous l'eau. À leur tour, les fous doivent éluder les attaques d'escadrilles de frégates qui tentent de leur dérober leur proie. Ceux d'entre eux qui parviennent à éviter les frégates sont aussitôt délestés de leur prise par leurs poussins affamés. Mais même le repas des petits n'échappe pas à la vigilance d'un autre témoin, le crabe terrestre rouge, créature omnivore, prête à rafler instantanément la moindre becquée perdue. Mais les crabes eux-mêmes ne réussissent pas toujours à évincer des rivaux déterminés à participer au festin. Mais la chaîne alimentaire, de la mer à l'air et de l'air à la terre, comporte un autre maillon. À Clipperton, les murènes, en quête de proie, patrouillent sur le rivage lui-même, n'hésitant pas à s'aventurer à terre pour s'emparer de leurs victimes. Le circuit est bouclé. La mer, qui a nourri les oiseaux, qui ont nourri les crabes, a finalement équilibré son budget en reprenant son dû. Depuis sa découverte, tous les navigateurs qui se sont approchés de Clipperton ont été surpris par les immenses et bruyantes volées d'oiseaux qui se déploient comme une bannière dans le ciel de l'île. Des sternes, des fous et des frégates pilleuses. En vertu d'un accord tacite, sternes et fous exercent une souveraineté absolue sur un territoire strictement délimité qui constitue leur aire de nidification. Entre les milliers d'œufs répandus sur le corail nu, chaque sterne identifie infailliblement le sien. Les actions instinctives de ces oiseaux sont si rigoureusement programmées qu'il n'est pas rare d'en voir certains couver un œuf irrémédiablement endommagé. Si les oiseaux sont les maîtres dans les airs, c'est un crabe terrestre rouge qui règne au sol. On ne trouve ce crabe qu'à Clipperton et dans 2 autres régions seulement dans le monde. Pas plus grand que la paume de la main, sensibles à la chaleur, les crabes s'abritent du soleil en se terrant dans des galeries qu'ils ont creusées ou prennent le frais à l'ombre des palmiers sous des fragments d'épave ou tout autre objet. Ne craignant pas la promiscuité, ils s'entassent, édifiant de véritables murailles vivantes. Dès que le soleil baisse, les crabes commencent à s'affairer. Ces populations sont si denses qu'elles forment parfois d'immenses tapis vermillons.
Désireux de faire la connaissance de l'un d'eux, Cousteau joue quelques instants avec lui. Ah, tu le vois, tu ne le vois plus. Mais l'animal réalise très vite que les objets remuants sont parfaitement comestibles. Plus heureux est ce crabe affamé qui a réussi à s'emparer d'un œuf de fou. On dit que les fous qui pondent 2 œufs par an, assiégés en permanence par les crabes, payent parfois tribut à l'assiégeant en lui cédant un de leurs 2 œufs en échange de l'immunité du second. Avec un peu de chance, l'œuf de l'oiseau se brisera pendant que le crabe le traîne sur le corail déchiqueté. Dans le cas contraire, le crustacé attendra patiemment l'éclosion, comme une mère, mais pour dévorer le poussin. À Clipperton, tout festin attire des convives affamés. Seules les frégates hésitent. Elles sont au sol d'une irrémédiable gaucherie. Chez les fous, la courtoisie s'accompagne d'un rituel, inscrit dans le code génétique. Lorsque l'un des 2 conjoints vient relayer l'autre au nid, il lui apporte un cadeau symbolique. Mais les lois de la sélection naturelle dans l'île condamnent sans rémission les faibles à mourir, les forts à survivre. Les 2 œufs d'un fou éclosent en général à quelques jours d'intervalle. Le premier-né, qui est normalement le plus fort, chasse fréquemment du nid le benjamin, sous le regard indifférent de sa mère. Implacable comme la faim qui le tenaille, le crabe approche. On va essayer donc peut-être de prendre le plus petit, de l'emmener dans un nid où il y a un seul œuf et de voir ce que fait l'autre mère. Ému, Jacques Hertaut décide de tenter une expérience. C'est donc peut-être il y aurait une chance de le sauver. Vous voyez, c'est terrible, hein. Je vais absolument le chasser. Voilà. Emmener ce poussin dans un autre nid, on va chercher un nid à un seul œuf, hein, et le mettre dedans. Hein, et chasser la mère ou le père qui y sera, et voir sa réaction quand il reviendra de trouver un poussin dans son nid. Voilà une femelle qui n'a qu'un œuf là,
Ayant repéré le nid approprié, Ertaud repousse légèrement le parent de garde, place délicatement l'oisillon à côté de l'œuf, puis guette la réaction. Qu'elle s'en aille un moment. Voilà. Je remets la petite mieux. Elle revient. La version surprise, mais pas agressive. Après une longue hésitation, l'oiseau accepte enfin le nouveau venu. On a envie de se mettre sous cette nouvelle mère. L'oiseau l'accepte apparemment. Recroquevillé sous les plumes douillettes de sa mère adoptive, le poussin attend avec confiance son premier repas. Ailleurs, un crabe a mis le siège devant un nid, mettant à l'épreuve avec audace la patience des parents gardiens du nid. Rejoint par quelques congénères, il s'approche peu à peu du poussin et de l'œuf, cachés sous le corps de leur mère. Inquiète, celle-ci se lève, découvrant le poussin. Instantanément, le crabe tente de saisir l'oisillon nouveau-né. Mais cette fois, le scénario change. Exaspéré, le fou contre-attaque, et la solide carapace du crabe devient une défense précaire contre les coups répétés du bec puissant de l'oiseau. Avec un instinct infaillible, l'oiseau a trouvé le point faible de l'armure du crabe, qui paie de sa pince blessée le prix de sa malencontreuse attaque du nid. Ce crabe, sévèrement atteint lui aussi, recourt à une chirurgie expéditive de soldat en campagne. Il s'ampute lui-même de sa pince. Il est vrai qu'elle sera régénérée lors des mues suivantes. Esclave d'un appétit féroce, le crabe ignore la subtile distinction entre amis et ennemis. Tout lui est bon, mais tout omnivore qu'il soit, il respecte l'interdit usuel qui frappe les membres de sa propre espèce, ne jamais attaquer à mort un de ses semblables. Dans sa quête inlassable de nourriture, le crabe a presque dénudé l'île de toute végétation, à l'exception de quelques arbres solidement enracinés. Il engloutit tout ce que ses pattes sont en mesure d'arracher et de porter à sa bouche. Cuir, bois, tissu. De plus, dans ce sinistre champ de bataille pour la survie, il remplit l'indispensable fonction de fossoyeur. Nettoyés par les crabes, les ossements des oiseaux seront dissous, puis recyclés par le soleil et les intempéries. Dans cette économie austère, rien n'est perdu. Chaque jour, les scientifiques étudient les origines volcaniques de l'atoll, les changements qui ont affecté sa vie marine, les strictes limitations que l'environnement hostile de l'île impose aux formes de vie qui s'y développent. Bien que la mer alentour grouille d'une grande variété d'animaux marins, les plongeurs constatent que le lagon n'abrite qu'un nombre réduit d'espèces.
À des profondeurs comprises entre 5 et 10 mètres, l'eau du lagon est envahie par une jungle inextricable composée de quelques algues et végétaux aquatiques. Fertilisés par les déjections des oiseaux, ou guano, les algues et le plancton y prolifèrent avec exubérance. Mais en revanche, le lagon est presque totalement déserté par les poissons, bien que quelques-uns y soient parfois projetés à l'occasion d'une tempête en mer. Cette situation résulte d'un bouleversement radical qui a affecté la topographie de Clipperton à une époque peut-être récente. À l'origine, le lagon communiquait probablement avec la mer. Puis, les passes s'étant obturées, l'eau du lagon est devenue saumâtre, puis douce. Et algues, herbes, bactéries et larves de crabes rouges y ont proliféré. Ce qui, au premier abord, ressemble à un paysage lunaire submergé, est un épais tapis de végétation, une sorte de membrane formée de fibres végétales putréfiées. Comme un faux plancher, elle flotte au-dessus du vrai fond du lagon, soulevée par les gaz produits par sa propre fermentation. De la main, les plongeurs déchirent facilement et replient comme un tissu de feutre fragile la végétation pourrissante. Mais ces débris sans consistance, sans poids apparent, en voie de dissolution, abritent des créatures planctoniques, des bactéries, des micro-organismes, et sont de véritables petits foyers de vie. Dans le laboratoire de fortune installé dans l'ancien camp français, le biologiste René Taxit montre à Cousteau des échantillons prélevés en mer et dans le lagon. Il révèle que le lagon, bien qu'hébergeant un nombre limité d'espèces, est beaucoup plus riche en plancton que la mer. L'océan que nous avons fait devant le camp et qui correspond à 200 mètres cubes d'eau filtrée. Voilà. Là, avec Madame ici, Bourouille-Lejean, géologue. des dépôts dus à des oiseaux et le guano d'oiseaux qui vous donne des pellicules un petit peu beige rosé, inférieures à 1 millimètre à peu près. Mais l'intérêt aussi de l'île, c'est le lagon d'eau douce. Oui. Et disons, les transformations que ce lagon peut apporter sur la roche corallienne qui est tout autour. Le professeur Nioussa. Il vaudrait mieux, hein, c'est mon point de vue personnel, ça n'engage à rien, il vaudrait mieux ouvrir une passe. Mais Cousteau est d'un autre avis. Avec l'affluence qu'il connaît, il peut quand même se payer le luxe de garder quelques témoignages intacts de ce qu'était le monde avant la destruction humaine. Les crabes rouges dont les larves se sont développées dans les eaux du lagon ne s'aventurent pas dans la mer. Leur origine est incertaine. Furent-ils introduits ici par des navires de passage ou par des bois flottés poussés par les courants? Comment s'effectua pour eux la transition du milieu marin à celui d'eau douce? Nul ne le sait.
De l'hélicoptère, on distingue une tache noire au milieu du lagon, qui correspond peut-être à la cheminée d'un volcan aujourd'hui submergé, ou tout simplement à un effondrement karstique. Bien des scientifiques se sont posé la question. En compagnie de Jacques Hertaut, Cousteau, à bord d'un Zodiac, traverse le lagon pour gagner une plateforme de plongée installée à la verticale du trou profond. Là, avec Dolomote et Sumian, il se prépare à une plongée d'exploration au fond de la cheminée mystérieuse. L'émetteur d'un écho-sondeur destiné à mesurer les profondeurs est descendu à travers le puits rectangulaire de la plateforme de plongée. L'instrument enregistre un écho linéaire suggérant la présence d'un obstacle d'un fond à quelques 18 mètres de la surface. On voit bien la profondeur à laquelle il est. Hein? Et on est passé à travers toutes ces couches. Mais d'autres indices moins nets donnent à penser qu'il existe autre chose, plus bas encore. Pour cette plongée, Cousteau s'est muni d'un engin particulier. Prévoyant des difficultés de prise de vue, il a mis au point un cône rectangulaire rempli d'eau claire qui, fixé devant l'objectif de la caméra, permettra de poursuivre le tournage quelle que soit la transparence des eaux. Oui, c'est beau. Ça marche. Très joli. Vous avez un bon couteau, oui. En ce qui concerne l'équipement de plongée, Cousteau, Jacques Delcouter et Bernard Dolomote ont troqué l'habit traditionnel contre une combinaison et un masque parfaitement étanches. Les préparatifs enfin achevés, Bernard se laisse glisser dans l'eau. Est-ce que vous avez trouvé des différences? Et on lui passe une seconde caméra. Un tout petit peu. Après, il vaudrait mieux que j'aille le premier. Delcouter et Cousteau le suivent peu après. Au-dessus de nous, encore un instant, semble flotter un rectangle de lumière verte, la trappe par laquelle nous nous sommes glissés d'un élément à l'autre. Puis plus rien. Près de moi, mes compagnons ne sont plus que de vagues silhouettes dans la pénombre. Je vérifie ma caméra et le cône d'eau claire qui doit permettre à mon objectif de percer jusqu'à un certain point la turbidité du lagon. Une forme se dessine près de moi. Ce doit être Bernard. Il me fait signe pour me montrer la paroi interne du cratère recouverte d'une mince pellicule de végétation. À ce niveau, la vie persiste encore. Lentement, nous poursuivons la descente le long d'un câble lesté, notre seul point de référence dans les ténèbres où nous nous enfonçons. La nature de l'eau qui nous entoure change, tant au point de vue de sa température que de sa composition. À la frontière de deux couches, l'eau prend l'apparence de la glycérine. À 18 mètres, nos lampes révèlent ce qui semble être le fond. Mais il s'avère que c'est une couche dense de débris végétaux entrelacés, formant une sorte de matte épaisse qui retient tout ce qui tombe de la surface. Les pieds les premiers, Delcouter se laisse couler et disparaît. Pendant un moment, nous ne voyons rien d'autre que le chapelet de bulles d'air qui s'échappe de son appareil respiratoire. À notre tour, nous traversons cette inquiétante couche qui s'effrite autour de nous et qui se désagrège en gros fragments de matière flottant entre deux eaux. Étrange constellation dans un espace où n'existe plus aucun repère. Nous nous sentons perdus dans un univers de rêve immatériel, hallucinant, où seul le câble nous relie encore à la réalité. Un monticule surgit des profondeurs, d'où le moindre de nos mouvements soulève de petites tempêtes de particules inertes,
poussière d'une matière qui fut jadis vivante. Nous descendons encore. Dans ce désert englouti, la température de l'eau semble monter au point de nous brûler les mains malgré nos gants. Machinalement, nous prélevons des échantillons, dans l'espoir de préciser ultérieurement la composition chimique de l'eau aux différents niveaux. Maintenant, à environ 30 mètres, nous pénétrons dans une seconde couche épaisse et nous nous trouvons perdus dans un chaos de flocons de matières en décomposition qui semblent se refermer sur nous. Dans les ténèbres que nos lampes ne percent plus, nous sentons, plutôt que nous ne voyons, le nuage tourbillonnant. Ce n'est qu'avec nos palmes que nous heurtons ce qui est peut-être le fond. Tout à l'heure, il nous semblait que l'eau nous brûlait les mains. Maintenant, malgré notre habit et notre masque étanche, elle nous brûle la peau et les yeux. Des larmes coulent sur nos joues, notre vue se trouble. La douleur est intolérable. Je donne le signal de la remontée. Je sais maintenant que ce n'est pas la chaleur qui nous brûle, mais bien l'hydrogène sulfureux, éminemment toxique, que dégagent les végétaux en voie de décomposition lorsque tout l'oxygène de l'eau a été épuisé. Nous nous sommes aventurés dans une zone de mort, une région où rien de ce qui vit ne saurait longtemps résister. Aveuglés et brûlés, la remontée nous paraît interminable. Malgré notre hâte d'échapper à cet enfer, nous devons respecter scrupuleusement les règles de la plongée et remonter par paliers à la vitesse prescrite. Main sur main, nous retraversons les couches successives qui nous séparent des eaux plus claires de la surface. Finalement, au-dessus de nous, une lueur filtre à travers l'ouverture de la plateforme. Elle est bien plus pour nous qu'une fenêtre sur le ciel. C'est le symbole de la délivrance. Dès son retour en surface, Delcouter rince son visage à grande eau pour éliminer l'acide. Mais c'est Delemotte qui a le plus souffert. De l'anhydride sulfureux s'est infiltré sous son masque et il ne peut plus ouvrir les yeux. C'est bien que c'est dur, ça fait mal aux yeux, mais... On peut pas dire qu'il y a accoutumance, hein. Cousteau, ayant enlevé le sien et détaché ses bouteilles d'air, constate qu'il n'est pas mieux loti. C'est comme plonger dans l'acide sulfurique. C'est épouvantable, hein. Il y a une odeur quand vous sortez de l'eau, épouvantable. Ah non, mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est rien. Plonger dans l'acide sulfurique. Les mains, on a l'impression d'avoir des mains dans de l'acide sulfurique. Ça brûle, hein, les mains. Ah oui. Hein. Et les yeux, pareil. Mais c'est intéressant. Ouais, ça brûle. Des morceaux de bosse. Les plongeurs ont rapporté un souvenir de leur voyage au fond. Un échantillon géologique à l'intention des spécialistes. Et alors, j'ai pleuré, j'ai senti rouler les larmes. Moi aussi. Les larmes sur les joues. Ah, c'est emmerdant. Regardez la couleur de la bouteille qui est allée qu'à 20 mètres et celle qui est sur l'air. Mais moi, l'eau est montée dans Et le c'est main. voir vos mains, il y a des traces, non de... Ouais, elles sont un peu noires, moi. Les dessins sont descendus à terre. Regardez le plomb. Le plomb des ceintures a été noirci par l'acide. Hein? Il est noir, oui. L'endroit où il y a la différence là. Regardez la différence. Ouais. Et c'est Oui, voir la mais couleur de la s'il y avait un couleur. plomb neuf, il n'y en a pas Il n'y a pas un plomb de... un plomb neuf. Les bouteilles ont viré du jaune au vert olive. Mais les mains, on a l'impression d'avoir les mains dans l'acide sulfurique.
Au bord du lagon, non loin du puits profond rendu impropre à toute vie par les déchets mêmes de la vie, les crabes prospèrent et se multiplient. C'est là qu'ils déposent leurs pontes, se nourrissent d'algues et absorbent une humidité vitale grâce aux poils qui garnissent leurs pattes et leur abdomen. À la tombée de la nuit, les oiseaux errants retournent au repos du nid. Les crabes, eux, s'éveillent. Dans l'ombre, une armée rampante s'ébranle, fouillant l'île entière en quête de butin. Mais le crabe, comme d'autres espèces, paraît voué à ne remporter jamais qu'une victoire éphémère, à ne constituer qu'un infime rouage d'un vaste mécanisme, à accomplir un destin qu'il n'a pas choisi. En revanche, le destin offre à Ramón Arnaud, fils de l'ancien chef de la garnison mexicaine, l'occasion d'un voyage inattendu. Prenant congé de sa femme et de sa fille à Manzanillo, il s'apprête à retourner dans l'île tragique qu'il a quittée depuis plus de 60 ans. En quelques heures, Ramón franchit cette distance jadis infranchissable pour les naufragés de Clipperton, mais que dans son esprit, il a parcouru 1000 fois. Attention au chapeau, il va s'envoler. Ouais. Ya, bueno, aquí está. Venez. Attention, hein. Vale. Buenos días. Bueno. Bonjour Bernard. ¿Usted sabe dónde está? Sí. ¿Sí? En la isla Clipperton. Gracias. C'est Don Sí, Ramón. en mi tierra. Oh. Ma terre, dit Ramón. La cocoterie là-bas. Autour de lui s'étend l'île où il a vu le jour. Les fous sont toujours là, les brisants, le grand rocher. Et pourtant quelque chose lui échappe. En compagnie de Cousteau, Ramón se promène dans la cocoterie dont les fruits le sauvèrent jadis, lui et 10 autres survivants, du scorbut et d'une mort certaine. Il n'y avait pas autant d'arbres de son temps. Ramón tente encore de rassembler ses souvenirs, de retrouver la réalité d'alors. Pendant un moment, le passé lui apparaît comme une illusion. Il cherche un point de repère familier, n'importe lequel. En vain. Les maisons familières de son enfance, la fière silhouette de sa mère, l'enfant qu'il était, aujourd'hui un étranger lointain. Et do you remember your father? Ramón ne conserve que peu de souvenirs de son père, sinon qu'il était grand et fort, portait une moustache à la Kaiser, un casque avec un grand aigle, un uniforme germanique. Parmi les premiers souvenirs qui lui reviennent, il y a surtout cette barrière de brisants associée pour toujours à la mémoire de son père. Pendant un moment, il inspecte la plage, essayant de situer le lieu précis où, en 1915, sa vie et celle de tous les autres habitants de l'île fut bouleversée à tout jamais. Mon père mourut là, là où le grand bateau est passé. Lui et les 3 autres hommes, tous sont morts là-bas. Nous étions dans la petite maison. Mon père venait d'achever son repas et ma sœur jouait à l'extérieur. Soudain, elle est entrée en courant en s'écriant « Papa, papa, un bateau !» Mon père se précipita au dehors et le vit. Il appela « Cordona, Ira, Rodriguez, un navire, on s'en va !» Ils prirent leur petit bateau, un canot de sauvetage, et ils partirent. Ma mère les suivait à la longue vue. Le navire n'arborait aucun pavillon.
Elle regardait, regardait. L'embarcation a dansé sur les vagues jusqu'à ce que les hommes en perdent le contrôle et disparaissent. Ma mère nous le dit en pleurant. C'était une tragédie. Nous étions bouleversés. Nous pleurions tous. Quelques heures plus tard, une grande tempête déferla sur l'île. La mer déchaînée inonda presque tout le fragile atoll. Il ne restait à Clipperton qu'un seul homme valide, Alvarez, le gardien du phare. Madame Arnaud et 9 autres femmes et enfants, tapis sous le plancher de sa maison, attendaient dans l'angoisse que le vent emporte leur abri comme un fétu. Après le passage de l'ouragan, Madame Arnaud donna le jour à un fils, son 4e et dernier enfant. Désemparée, la petite équipe commença une lutte pour la vie qui dura 2 ans. Mais voilà que du rocher allait venir une autre menace, inattendue. Ayant raflé tous les fusils, le gardien du phare s'érigea en maître absolu de l'île, abusant cyniquement des femmes, violant puis massacrant une mère et sa fille qui lui résistaient. Déclarant qu'aucune femme ne quitterait vivante l'île, Alvarez dénombrait ses victimes potentielles. Tirza, qui lui céda, mais fit serment de le tuer. Rosalia, âgée de 13 ans. Altagracia, sa première victime. Madame Alicia Arnaud, dont il avait décidé de faire sa dernière maîtresse. Son fils Ramon nous raconte la suite. On était à la mi-juillet 1917, dit Ramon, lorsque le gardien du phare vint à la grande maison et dit à Madame Arnaud, « Tu vas venir vivre avec moi. » Ma mère ne répliqua rien parce qu'Alvarez était armé. C'est alors que Tirza dit, « Le moment est venu. » L'aube du 18 juillet 1917 ne fut guère différente des autres matins. Les oiseaux étaient déjà partis chasser et la chaleur menaçait de devenir accablante. À 11 heures, Madame Arnaud, Tirza et le petit Ramon prirent le chemin de la maison du gardien. Ramon évoque la suite des événements. Ici se dressait la première maison. Là, la seconde. Alvarez était assis d'un côté du seuil. Nous nous tenions de l'autre côté. Ma mère était ici. Tirza, près de la fenêtre. Elle s'écarta de la fenêtre. Mais lorsqu'elle arriva près de lui, Alvarez leva la tête et lui dit « Que viens-tu faire ici? Retourne à tes affaires. » Alors Tirza se dirigea vers l'angle de la maison. C'est là qu'elle avait laissé le marteau. Ma mère lui fit signe d'y aller. Tirza frappa. Il tomba. Ma mère me repoussa. Mais voilà qu'il s'était levé. Il prit une hache et s'approcha de ma mère. Elle le saisit et le maintint fermement. Elle cria dans ma direction, « Le Moser !» Le fusil était posé près de la porte. Je l'attrapai, fis demi-tour et courus. Ma mère m'enjoignit d'aller chercher un bidon de pétrole pour brûler le corps d'Alvarez. Je me mis à courir, mais lorsque j'arrivai là-bas, je vis le bateau, le Yorktown. Je revins sur mes pas et Tirza me demanda ce qui arrivait. Je lui répondis, « Un navire, un navire !» Ah, que va-t-il se passer? Mais que va-t-il se passer? Au lieu d'ennemis allemands, l'équipage abasourdi du Yorktown découvrait des femmes qui venaient de tuer un homme, des enfants déguenillés dans leurs vêtements coupés dans de la toile à voile, auxquels les privations et la faim paraissaient parfaitement normales, les 11 seuls rescapés d'une longue tragédie humaine. Enfin s'achevait leur calvaire et la prime enfance de Ramon.
Aujourd'hui, les événements qui ont marqué cette enfance s'estompent dans l'oubli. Il ne reste plus pour les évoquer que 2 témoins, déjà âgés, Ramon et Altagracia, sa nourrice d'alors. Avant d'achever sa visite dans ce tragique passé, Ramon tient à laisser sur l'île une marque de dévotion à la mémoire de ce père qu'il a si peu connu. Seul face à la mer, il répand sur le monticule de débris de corail qui soutient la croix de l'eau bénite qu'il a apportée de Manzanillo. Une croix se dresse dans la solitude de Clipperton, frêle symbole du passage de l'homme. Au cours d'une dernière randonnée dans l'île, Erto et moi trouvons d'autres vestiges en ruine des brèves et malencontreuses intrusions de l'homme. Dans ce sévère monde en miniature, seuls prospèrent les crabes et quelques rares espèces d'oiseaux. Il n'y a guère de place ici pour l'homme, ni pour d'autres créatures. Cependant, par une cruelle ironie du sort, c'est l'homme lui-même qui s'acharne à réduire méthodiquement la diversité de la vie sur sa planète. Il est en train de créer un monde hostile à tous, sauf aux espèces les plus résistantes. Un monde hostile même à sa propre espèce. Un autre Clipperton. Dans cet avant-poste lugubre, les vagues ont fait échouer un ballon avec lequel aucun enfant ne jouera. Bonne qualité, hein? Alors. Un peu plus loin, nous tombons sur d'autres épaves dont la présence sur cette côte inhospitalière est à la fois familière et troublante. Un petit bateau. Les moteurs en plastique. Un soldat de plastique. On dirait les mines. Des poupées disloquées. Une jambe de poupée. Des jouets. La civilisation des loisirs. Des accessoires de la vie humaine. Des bouteilles, et des crabes partout. Moi j'ai gardé ça en tout cas. Et puis alors tout ça au milieu des munitions laissées par les Américains pour... Et même des munitions abandonnées sans avoir servi. Dans ce théâtre cosmique de l'absurde, peut-être que c'est le crabe qui réussira à survivre et pas nous. Sur ce terrain expérimental, le crabe n'a eu d'autre choix que de prospérer ou de mourir. Il n'est embarrassé ni par la pensée, ni par la pitié, l'amour ou la haine. Il ne connaît ni mythe ni chanson et ne joue jamais à la poupée.